Eh bien, juste après les négociations à Istanbul entre les délégations ukrainiennes et russes, qui ont eu lieu aujourd'hui, le 2 juin, les Russes ont finalement publié leur mémorandum sur la cessation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ou, comme ils l'appellent, le mémorandum sur le règlement de la crise ukrainienne. Sans surprise, les Russes exigent à nouveau, sous forme d'ultimatum, non seulement la capitulation de l'Ukraine dans cette guerre, mais plus encore. Là-bas, il y a apparu des points qui, personnellement, m'ont tout simplement choqué. Eh bien, par exemple, l'Ukraine doit non seulement se retirer de 4 régions, réduire le nombre de ses forces armées, ne pas adhérer à l'OTAN, conserver son statut non nucléaire, et ainsi de suite. Ça, nous l'avons déjà entendu. Mais par exemple, les Russes exigent la levée de toutes les sanctions contre la Russie, que le monde entier lève toutes les sanctions. Mais la question demeure, les sanctions ne profitent-elles pas aux Russes ? Les Russes écrivent dans les commentaires qu'ils ne font que prospérer lorsque des sanctions sont imposées contre eux, alors que le Kremlin demande la levée de ces sanctions. Ou un autre point, le refus de compenser les dommages. C'est-à-dire que l'Ukraine doit clairement signer dans le traité qu'elle renonce à toutes les réparations. Et par exemple, les Russes exigent aussi de rendre l'Église orthodoxe russe à l'Ukraine, d'interdire tous les partis nationalistes. Rappelez-moi, quels partis nationalistes fonctionnent actuellement chez nous, et ainsi de suite. En général, analysons ce document, il est assez catégorique. Et enfin, vous savez, c'est bien qu'il ait été publié. Parce que maintenant, tout le monde doit voir de ses propres yeux les conditions de capitulation que la Russie propose actuellement et qu'elle avait déjà proposées en mars 2022e année. Enfin, toutes ces discussions prendront fin sur le fait qu'en mars 2022, l'accord était soi-disant déjà prêt à être signé. Mais Boris Johnson est venu, les Britanniques s'en sont venus et ont dit qu'il fallait continuer à se battre. Enfin, il n'y aura plus aucune spéculation à ce sujet. Et enfin, nous verrons ce qui s'est réellement passé à Istanbul en 2022. Les Russes l'ont présenté aujourd'hui dans ce mémorandum sur le règlement de la crise ukrainienne. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 2 juin. Analysons ce document. Il est assez intéressant, sans illusion, sans voir la vie en rose. Voyons ce que les Russes exigent de nous en ce moment, pour mettre fin à la guerre avant que nous commencions. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram PecheNew. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Par exemple, l'analyse de ce mémorandum, ainsi que l'original du document lui-même. Je les ai déjà téléchargés là-bas, au moins une demi-heure avant même l'enregistrement de cet épisode. C'est pourquoi là-bas, vous pouvez obtenir l'information plus vite aussi. Alors, aujourd'hui, le mémorandum sur la cessation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine a enfin été publié du côté du Kremlin. Les Russes l'appellent le mémorandum sur le règlement de la crise ukrainienne. Il se compose de 3 sections. Et je vais vous citer directement ce qui y est écrit, puis nous allons analyser cela plus en détail. La première section s'intitule « Paramètres principaux du règlement final ». Premier point, la reconnaissance juridique internationale de l'intégration à la Fédération de Russie de la Crimée, de la République populaire de Lougansk, de la République populaire de Donetsk, des régions de Zaporijia et de Kherson, ainsi que le retrait complet des unités des forces armées ukrainiennes et d'autres formations militarisées d'Ukraine de leur territoire. Deuxième point, la neutralité de l'Ukraine, impliquant son refus d'adhérer à des alliances et coalitions militaires, ainsi que l'interdiction de toute activité militaire de pays tiers sur le territoire de l'Ukraine, et l'installation de formations armées étrangères, de bases militaires et d'infrastructures militaires sur son sol. Voici les 2 points clés. Il est évident que personne n'a l'intention de respecter le premier. Il n'existe aucune région russe en Ukraine. Tout cela n'est que des fables inventées par le Kremlin et personnellement par Poutine. Et bien sûr, juridiquement, personne n'a l'intention de reconnaître ces territoires occupés comme russes. Le deuxième point est aussi intéressant. La neutralité de l'Ukraine signifie non seulement le refus d'adhérer à l'OTAN, mais aussi le refus de toute alliance militaire avec n'importe quel pays. C'est-à-dire, par exemple, que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, mais forme une alliance militaire avec la Grande-Bretagne, la Pologne, la France et l'Allemagne, par exemple. Nous devons aussi renoncer à ça. Aucun contingent militaire ne doit être présent sur le territoire ukrainien, même des forces de maintien de la paix. On continue. Troisième point, mettre fin et renoncer à la conclusion à l'avenir de traités et d'accords internationaux incompatibles avec les dispositions du point 2 de la présente section. Voilà un point vraiment intéressant. C'est-à-dire, en fait, d'après ce que je comprends, l'Ukraine doit renoncer à tous les traités qui ont été signés.
Il y en a plus de 40. Il s'agit des soi-disant garanties de sécurité de différents pays. Souvenez-vous, déjà l'an dernier, l'Ukraine signait, avec de nombreux pays, les soi-disant accords sur les garanties de sécurité. Il s'agit en fait de traités de coopération militaire, et les Russes demandent d'y renoncer. Quatrième point. Confirmation du statut de l'Ukraine comme État ne possédant pas d'armes nucléaires ou autres, avec l'établissement d'une interdiction directe de leur acquisition, transit et déploiement sur le territoire ukrainien. Eh bien, le statut non nucléaire. 5. Définition des effectifs maximaux des forces armées ukrainiennes et autres formations militaires, du nombre maximal d'armes et d'équipements militaires, ainsi que de leurs spécifications autorisées. Dissolution des formations nationalistes ukrainiennes au sein des forces armées ukrainiennes et de la garde nationale. Il s'agit ici d'une allusion évidente au régiment Azov par exemple. 6e point. Garantir les droits, libertés et intérêts des Russes et russophones. Faire du russe une langue officielle. Le 6e point ne nécessite aucun commentaire. Interdiction législative de l'héroïsation et de la propagande du nazisme et du néonazisme. Dissolution des organisations et partis nationalistes. C'est ce 7e point qui m'a vraiment fait sourire. Je vais expliquer pourquoi. Ils exigent ici de nous l'interdiction de l'héroïsation et de la propagande du nazisme et du néonazisme, alors que chez nous, personne ne le fait. C'est compréhensible, il s'agit de la dénazification. Mais le plus intéressant, c'est la dissolution des partis nationalistes. Nommez-moi au moins un parti nationaliste qui siège actuellement à la Rada suprême. Aucun. Il n'y a ni le parti de Lyashko, qui se disait nationaliste, ni le secteur droit, ni les Azov, ils n'y sont pas. Il n'y a pas non plus le parti Svoboda de Tiagnibok, qui se disait nationaliste. Donc, en fait, il n'y a actuellement aucun parti en Ukraine qui s'identifie même comme nationaliste. Les Russes disent « relâchez-les tous ». Eh bien, c'est ce mythe de la soi-disant dénazification. 8e point. La levée de toutes les sanctions économiques actuelles, le refus d'en imposer de nouvelles, et la suppression des interdictions et restrictions entre la Russie et l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Vladimir Vladimirovitch Poutine? Qu'est-ce qui s'est passé, chers Russes? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Pourquoi exigez-vous donc d'annuler toutes les sanctions et de refuser d'en introduire de nouvelles? Les sanctions sont pourtant bénéfiques pour vous, pour la substitution des importations et tout le reste. Dans les commentaires sous mes émissions, vous écrivez que les sanctions ne vous font pas peur. Introduisez-en de nouvelles. Cela ne nous fait pas peur, nous, les Russes. Nous sommes si forts. Elles ne peuvent que nous être bénéfiques. Alors pourquoi les sanctions vous seraient-elles bénéfiques? Et le Kremlin demande d'annuler toutes ces sanctions. Le 9e point concerne la résolution d'un ensemble de questions liées au regroupement familial et aux personnes déplacées. Et ensuite, il y a 2 points qui, à mon avis, sont les plus intéressants. Le 10e point concerne le refus de toute revendication mutuelle liée aux dommages causés lors des hostilités. Le 11e point concerne la levée des restrictions envers le patient en raison de l'Église orthodoxe russe. Le 12e point traite de la restauration progressive des relations diplomatiques et économiques, incluant le transit gazier, les transports et autres, y compris avec des pays tiers. Parmi ces points, les plus intéressants sont les points 10 et 12. Le fait marquant est que la Russie est en feu. Nous sommes venus chez vous avec une guerre agressive depuis plus de 10 ans, détruisant votre pays, bombardant vos villes et tuant votre peuple. Et dans le traité de cessation de la guerre, vous signez que vous renoncez à toute réparation. En plus de cela, on doit lever les sanctions contre les Russes et en plus débloquer les avoirs gelés en Occident. Donc, vous renoncez aux réparations. Et ensuite, après cela, vous ferez comme si rien ne s'était passé, que tout va bien, et vous rétablirez simplement avec nous les relations diplomatiques et économiques. Les Russes sont clairs, ils veulent continuer à faire transiter le gaz et le pétrole russe via l'Ukraine vers l'Europe. Nous souhaitons rétablir les liaisons de transport entre la Russie et l'Ukraine, afin que les trains, les avions et les bus circulent à nouveau, comme s'il y avait une connexion. Ici, ce 9e point est expliqué, dans lequel ils disent ce qu'il faut. Comment déjà? Résoudre toutes les questions liées à la réunification familiale et aux personnes déplacées. C'est-à-dire, rétablissez tout ce lien, et en plus, ne nous empêchez pas de conclure certains accords commerciaux avec d'autres pays tiers, qui de toute façon passeront par vous. Faites comme si de rien n'était. Passons maintenant à la 2e section qui concerne les conditions du cessez-le-feu. Et ici, les Russes nous disent, nous vous donnons même cette modalité. 2 options pour arrêter le feu. Première option,
le début du retrait complet des forces armées ukrainiennes et d'autres formations militarisées de l'Ukraine du territoire. La Fédération de Russie, incluant la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk-Zaporizhia et Kherson, et leur retrait à une distance convenue des frontières russes, selon la disposition approuvée. Nous mettons les frontières de la Fédération de Russie, entre guillemets, car il n'y a pas de territoire russe en Ukraine. Ce sont au mieux des territoires occupés. La deuxième option, appelée proposition groupée, est citée ci-dessous dans son intégralité. Interdiction de redéployer les forces armées de l'Ukraine et autres formations militarisées, sauf pour se retirer à une distance convenue des frontières russes. Fin de la mobilisation et début de la démobilisation. Fin des livraisons étrangères de produits des militaires et de l'aide militaire à l'Ukraine, dont la fourniture de services de communication par satellite et la transmission de renseignements. Exclusion de la présence militaire de pays tiers en Ukraine, et fin de la participation de spécialistes étrangers aux actions militaires aux côtés de l'Ukraine. Le cinquième point, garantie du refus par l'Ukraine de toute activité de sabotage et de subversion contre la Russie et ses citoyens. Sixième point, création d'un centre bilatéral de surveillance et de contrôle du régime de cessez-le-feu. Septième point, amnistie réciproque pour les prisonniers politiques et libération des civils détenus. Huitième point, levée de la loi martiale en Ukraine. Neuvième point, annonce de la date des élections présidentielles en Ukraine et de la Verkhovna Rada, qui doivent avoir lieu au plus tard 100 jours après la levée de la loi martiale. Dixième point, signature d'un accord sur la mise en œuvre des dispositions contenues dans la section 1. Maintenant, les amis, je vais vous expliquer un peu ce soi-disant choix entre le premier et le deuxième point, c'est-à-dire... En réalité, le premier est une capitulation immédiate. Ils disent que les forces armées ukrainiennes doivent complètement se retirer des régions occupées, ainsi que même de ces territoires que les Russes n'ont jamais occupés physiquement. Il s'agit de 4 régions, Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. La Crimée n'est pas discutée ici. C'est la première option, la deuxième option. Il commence par une interdiction de déplacement des forces armées ukrainiennes sur tout le territoire de l'Ukraine, l'annulation de la loi martiale, la fin de la mobilisation. En réalité, cela s'appelle l'autodissolution des forces armées ukrainiennes. Ensuite, l'arrêt complet de toute livraison d'armes à l'Ukraine, c'est-à-dire une interdiction totale de l'aide militaire à l'Ukraine, y compris l'échange de renseignements. Ensuite, de nouvelles élections dans les 100 jours. Et après, que voyons-nous ? La signature de l'accord sur la première partie, c'est-à-dire que c'est simplement une capitulation différée. Voilà ce que les Russes nous proposent. La troisième partie détaille les étapes successives et les délais de mise en œuvre, qui sont purement techniques. J'en parlerai déjà dans la prochaine émission. Voici ce dont nous avons convenu aujourd'hui. Rien de particulièrement intéressant là-bas. Mais encore une fois, je le répète, c'est très bien que les Russes aient publié et montré ce document. C'est un grand salut à Donald Trump, qui disait que les Russes veulent la paix. Ils font même des compromis. Voici tous leurs compromis. Désarmement total, capitulation, aucune aide étrangère, refus des alliances militaires, c'est-à-dire renoncer complètement à tout, refus des réparations, c'est-à-dire que cela s'appelle une capitulation. Et l'Ukraine doit elle-même, vous savez, se passer la corde au cou et la serrer. Voilà ce que les Russes exigent de nous. Bien sûr, personne n'acceptera jamais toutes ces conditions. Ainsi, la guerre se poursuivra malheureusement. Voilà pourquoi les Russes sont complètement, totalement, inadéquats. Car c'est exactement la même chose qu'ils ont proposé à l'Ukraine en 2022, exactement la même chose. J'espère qu'après cela, toutes ces spéculations cesseront concernant le fait que les Russes nous auraient proposé quelque chose qui aurait pu mettre fin à la guerre à ce moment-là. Je laisse donc des points de suspension ici. Chers amis, partagez votre avis et vos conclusions sur ce mémorandum dans les commentaires. Les Russes qui viennent ici, vous pouvez vous abstenir d'écrire des commentaires. Je les supprime immédiatement. Votre avis ici n'a absolument aucun intérêt. Voilà votre avis, tout. Il est dans ce document. Voilà toute votre pertinence. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.